Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai effectuées pour le Cold Winter Challenge de 2017-2018. Donc si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais plus en détail ce challenge que je vais vous mettre en barre d'infos. Mais en gros, ce défi consiste à lire des livres qui tournent autour du sujet de l'hiver, comme son nom l'indique. Et cette année, Margot de la chaîne Margot Liseuse, qui orchestrait cet événement, nous proposait 4 menus différents dans lesquels on pouvait lire un livre pour valider un menu et par le fait même valider le challenge. Donc le premier menu s'intitulait La magie de Noël, où il fallait lire des livres en lien avec cette fête, et le premier livre que j'ai lu pour ce menu, c'était Les Lettres du Père Noël de Tolkien. Peut-être que vous le savez déjà parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est avec Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits que j'ai découvert le fantastique fantasy plutôt. Et cet univers est très cher à mon cœur et j'étais super contente de pouvoir retrouver la plume de cet auteur. Ici, par contre, ça n'avait pas été écrit dans l'intention que ça soit publié un jour parce que Tolkien a écrit des lettres pendant plusieurs années à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël et des fois même pour l'ours polaire. Comme vous vous imaginez, cet auteur a vraiment une imagination débordante et quand je lisais ces lettres qu'il a écrites à ses enfants, je ne pouvais pas m'empêcher de m'imaginer les étoiles dans leurs yeux. Parce que oui, il écrit souvent plusieurs pages avec des illustrations sur la vie du Père Noël, une vie qui rend vraiment pleine d'aventures. Et il y a aussi l'ours polaire qui rend vraiment attachant parce que ce dernier se met toujours les pieds dans les plats. D'année en année, on peut voir qu'il garde vraiment un fil conducteur à travers ses lettres et j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'il mettait tant d'efforts et tant d'amour pour écrire des lettres de Noël à ses enfants. Je sais que c'est peut-être un peu tard pour cette année, mais pour l'année prochaine, si vous voulez un livre assez court qui vous met tout de suite dans l'ambiance des fêtes, je vous suggère vraiment de prendre ce livre. Ma deuxième lecture pour ce menu, c'était Le garçon qui ne croyait plus au Père Noël, le tome 2 de la série Billy Brouillard par Guillaume Bianco. Donc c'est vraiment pas le même genre que Lettres du Père Noël. On fait mention de Noël, mais c'est vraiment pas le thème central de l'histoire. C'est vraiment des thèmes qui sont beaucoup plus sombres, donc on va aborder des thèmes comme la mort et le deuil, et ainsi que des créatures assez sombres, assez mythologiques qu'on retrouve dans les contes. Si vous aimez l'univers de Tim Burton, vous allez sûrement trouver votre compte dans cette bande dessinée-là, mais c'est adressé à un public un peu plus jeune, même voire pour des enfants. Malgré que je ne mettrais peut-être pas ça dans les mains de tous les enfants, ça peut vraiment être choquant pour certains, mais ceux qui aiment ce genre d'univers, qui aiment les histoires un peu d'horreur, je pense que ça pourrait leur plaire. J'ai pas lu le premier tome de l'histoire, mais honnêtement ça n'altérait vraiment pas ma compréhension de l'histoire. Le deuxième tome, même si il nous manque peut-être quelques bribes de l'histoire, on peut vraiment le lire comme un tome unique. Donc j'ai vraiment aimé ça, mais c'est sûr que maintenant j'ai eu la piqûre, donc j'ai vraiment envie de découvrir plus ce personnage-là et son univers. Donc je vais peut-être prendre le premier tome, peut-être dans le temps de l'Halloween, comme ça va me mettre dans l'ambiance. Ensuite pour le menu Flocon magique, où il fallait lire des livres fantastiques, fantasy ou des réécritures de contes, j'ai choisi de lire L'Exil, le deuxième tome de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Dans cette suite, on reprend l'histoire où elle s'était arrêtée dans le premier tome. On retrouve Sophie et le pays des elfes, bien sûr. Et Sophie va faire la découverte d'une alicorne, probablement la dernière de son espèce. Sophie va être désignée pour en prendre soin afin de pouvoir la faire vivre en captivité avec le dernier mâle de cette espèce afin qu'il puisse se reproduire et continuer la lignée de cette espèce qui est en train de disparaître. Cette nouvelle est extrêmement importante pour les elfes parce qu'ils pensaient vraiment que cette espèce était disparue, donc Sophie aura beaucoup de poids et de responsabilités sur ses épaules. En plus de l'école, elle devra faire une quête avec son mentor qui lui causera beaucoup d'ennuis et elle va s'intéresser au Cygne Noir, un groupe de rebelles qui est étrangement lié à sa naissance et à son existence, et elle va se demander si elle doit leur faire confiance ou non. J'ai vraiment aimé ce deuxième tome, même si pour moi le premier restait beaucoup plus fort. Mais inquiétez-vous pas, je vais continuer la série parce qu'il me reste encore 4 livres à lire dans cette saga, mais je vais peut-être prendre une petite pause parce que c'est sûr qu'il y a des séries qui me font plus envie en ce moment. Et toujours pour le menu Flocon magique, j'ai décidé de lire Les Frontières de glace, le deuxième tome de La quête des Willan par Pierre Bottero. Dans le premier tome, on découvrait Camille, ou plutôt et Willan,
qui vient d'un monde parallèle qui s'appelle Gwendalavir et qui a un don très spécial, celui du dessin, où elle peut créer des choses qu'elle s'imagine. Dans ce deuxième opus, l'auteur nous propose une aventure effrénée dans cet univers, dans le monde de Gwendalavir uniquement, donc on ne sera pas du tout dans notre monde à nous. On va découvrir des nouveaux personnages, mais aussi des nouveaux lieux d'une beauté exceptionnelle. Et même si Camille devient une jeune femme exceptionnelle, ce récit est vraiment moins centré sur sa personne. On va en apprendre plus sur d'autres personnages comme Elana d'ailleurs, qui est une marche-ombre, et un peu plus sur sa guilde et les pouvoirs qui sont conférés à ceux qui en font partie. Je pense que Elana a le potentiel de devenir une de mes héroïnes préférées et je sais que la troisième trilogie dans cet univers de Gwendalavir lui est totalement consacrée, donc j'ai super hâte de pouvoir en découvrir plus sur elle. Et même si j'ai fini ce livre le cœur en miettes, j'ai vraiment passé un super moment de lecture et j'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre dans cet univers-là et de découvrir où l'auteur va nous emmener. Et ensuite, j'étais censée lire pour ce menu The Bear and the Nightingale par Katherine Arden, mais malheureusement, je l'ai réservé à la bibliothèque et la personne qui l'avait avant moi ne l'a jamais rendu. Mais à la place, j'ai fait une super découverte. J'ai lu Keisha, le premier tome de L'Enfant des Trois Mondes de Elisabeth Camira et ça a été un gros coup de cœur. Dans cet univers, on va retrouver 5 peuples très distincts qui vivent dans des lieux séparés. On a le peuple des montagnes, celui de la forêt, de la mer, du désert et des plaines. Et ces peuples ne se parlent pas, ne se côtoient pas et surtout ne se mélangent pas parce qu'ils ont horreur les uns des autres. Donc vous pouvez vous imaginer qu'une union entre deux personnes de peuples différents est extrêmement rare. Mais c'est ce qu'est notre héroïne. Elle est issue d'une union entre une femme de la forêt et un homme de la mer. Et pour pas qu'elle subisse la honte du peuple, la mère décide d'aller accoucher dans les plaines. Donc c'est plus une enfant de 2 mondes, mais une enfant de 3 parce qu'elle grandit dans un monde différent du sien. Donc on va la suivre de son enfance jusqu'à ses 13 ans où elle apprend la nouvelle de ce qu'elle est véritablement et elle va décider de partir à la recherche de sa vraie mère. Elle va entreprendre un voyage jusqu'à une ville côtière qui va lui permettre de prendre un bateau pour traverser l'océan afin de rejoindre le peuple de la forêt. Mais disons qu'une fois sur le bateau, elle ne va pas tomber dans les mains des bonnes personnes. Et je vous en dis pas plus parce que c'est tout un retournement de situation. C'est vraiment une fantaisie dans un monde de l'imaginaire. Donc si vous n'aimez pas trop la magie mais que vous voulez vous évader dans un monde autre que le nôtre, je vous suggère vraiment ce livre. Ensuite pour le menu Marcher dans la neige où il fallait lire un récit de nature writing ou un récit de voyage, j'ai lu 2 bandes dessinées. En fait, j'ai lu une bande dessinée et un roman graphique. La bande dessinée, c'est Edelweiss de Mayenne et Mazel, où on va suivre une jeune femme du nom de Olympe qui n'a qu'un seul but, celui de gravir le Mont Blanc. Mais malheureusement, la vie est pleine d'embûches et va se mettre entre elle et son rêve. Et le roman graphique que j'ai lu, c'est l'Encyclopédie des débuts de la Terre par Isabelle Greenberg, où on va suivre un conteur qui entreprend un voyage du pôle Nord au pôle Sud à la recherche d'une partie de son âme perdue. Je vous en parle pas plus parce que je vous en ai déjà parlé plus en détail dans une vidéo dernièrement et la vidéo c'était 5 BD parfaites pour l'hiver. Donc si vous avez plus de détails sur ces 2 bandes dessinées là et sur 3 autres qui se passent dans cette période de l'année dans le froid, je vous suggère vraiment d'aller voir cette vidéo. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Ensuite, le dernier menu s'intitulait Stalactite ensanglantée où il fallait lire un polar, un thriller ou un roman d'horreur qui se passait dans le froid ou en hiver avec des cadavres congelés. Mais malheureusement, les cadavres congelés, c'est vraiment pas ce que je préfère, donc j'ai laissé passer ce menu. Ensuite, je m'étais mis un livre bonus, mais à avoir su avant, je l'aurais peut-être mis dans la magie de Noël parce qu'il y a un chapitre complet qui est consacré à cette fête et il s'agit du livre du Ouga par Mec Viking. Dans ce livre, l'auteur qui travaille aussi à l'Institut de recherche sur le bonheur va se demander s'il existe des liens entre le fait que les Danois soient le peuple le plus heureux sur Terre et le Ouga. Donc, qu'est-ce que le Ouga à part d'être un hashtag super lucratif sur Instagram si vous cherchez des likes? C'est avant tout une tradition ancestrale danoise. C'est pas étonnant qu'avec des hivers très rigoureux comme ils ont au Danemark,
et un manque de luminosité assez extrême en hiver qui se soit développé des trucs pour se sentir mieux dans leur maison en attendant que l'hiver passe. Des trucs comme mettre un feu de cheminée pour se réchauffer, mettre des chandelles partout pour pallier au manque de luminosité, s'habiller chaudement et confortablement, manger des sucreries pour se sentir mieux, être avec des amis, connecter avec sa famille, vraiment décrocher des réseaux sociaux et se divertir de manière plus traditionnelle comme avec des jeux de société ou tout simplement un bon livre sous une couette. Personnellement, j'ai pas trouvé que j'ai appris tant de choses que ça à part peut-être au niveau des chandelles. C'est vrai que j'en utilise pas beaucoup et peut-être que ça peut m'amener un peu plus de lumière en hiver quand il fait noir à 3 heures de l'après-midi. Mais honnêtement, ça m'a vraiment donné le goût d'aller visiter le Danemark et peut-être qu'un jour je vais pouvoir y aller. En tout cas, c'est sûr que ça m'a donné le goût de m'acheter une super belle lampe design danoise. Alors c'est tout pour mon bilan du Cold Winter Challenge 2017-2018. Donc vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous avez participé, quel livre vous avez lu, si vous avez passé un bon moment. Donc j'aimerais savoir tout ça, vous me laisserez savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!